Bonjour Maxime. Bonjour. Alors on va débuter ensemble une nouvelle séquence qui est dédiée à un sujet qui devrait plaire à beaucoup de lycéens qui nous suivent aujourd'hui, qui est la relation entre digital et engagement. C'est un sujet, et l'engagement c'est un sujet auquel la nouvelle génération est particulièrement sensible. Et on trouve que toi Maxime, tu es plutôt un très bon exemple de cette envie de donner du sens à sa vie professionnelle. Tu as donc cofondé Wise. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de ta start-up ? Alors Wise, c'est une solution pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent plus du tout communiquer, qui sont atteints par une maladie qui les ont paralysés. Et on va leur permettre, avec une paire de lunettes connectées, de pouvoir retrouver la communication avec les yeux. Donc c'est un projet qu'on développe avec les patients, avec le personnel médical, avec les associations. Et le but, c'est qu'ils puissent retrouver une autonomie de communication, parce que sans communication, on ne fait plus partie de la société. C'est vraiment la technologie au service de l'engagement par essence. Et au service de l'humain. Tout à fait. Alors justement, en parlant d'humain, je suis allée voir ton profil LinkedIn. On en parlait tout à l'heure. Alors, tu as un titre qui sort complètement du lot. C'est humain, c'est le seul titre qui me définisse. Et c'est pas faux, parce que finalement, quand on te rencontre, cette dimension humaine, tu vois, tu l'as dit, au bout de 2 phrases, le mot humain était déjà lâché. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter ton parcours justement et quel a été l'élément déclencheur de ton engagement pour cette dimension humaine ? L'engagement, je crois qu'il est inhérent après aux personnalités, à certains tempéraments, et c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Je sais que dans tous mes projets, même depuis tout jeune, j'ai toujours eu envie de m'engager pour des causes, pour le collectif, pour des amis, pour ma grand-mère avec le projet Wise justement, parce qu'elle était atteinte par une pathologie qui l'a paralysée. Donc ça a toujours été un carburant, un moteur dans mes actions, dans mes projets et dans mes études par la suite et jusqu'à aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Et d'ailleurs, tu as même un engagement politique, je crois, non ? Exact, ouais, je suis élu adjoint au maire dans la ville dans laquelle je vis depuis tout jeune. Donc je rends à la ville ce qu'elle m'a offert pendant toute ma vie. Donc c'est à Jouy-le-Moutier, à côté de Cergy-Pontoise. J'aimais bien, tu me présentais ton rôle en disant les élus, c'est un petit peu les délégués de la classe de la ville d'ailleurs. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on peut le voir. Quand j'étais plus jeune, donc je crois que j'ai toujours été délégué pendant tout, primaire, collège, lycée, ça m'a toujours porté. Et puis on est délégué sur des sujets bien précis une fois qu'on est à la mairie. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée de mener des projets. Donc moi je suis sur la transition écologique, la démocratie participative, la transition numérique et l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Donc ça fait vraiment une délégation assez large. Et sur tous ces sujets-là, je me dois de faire comme un délégué de classe, discuter avec la population, avec les parties prenantes, avec les différents organismes et essayer de faire les meilleures politiques possibles pour la ville et le territoire. C'est vraiment un rôle de médiateur, de catalyseur. On peut le voir comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un chef qui décide tout seul, etc. C'est souvent l'image qu'on a de décideurs. Je crois que les vrais décideurs sont ceux qui vont vraiment discuter avec toutes les personnes concernées par l'ambition portée au travers du collectif, la dimension collective. Et l'humain, on revient à l'humain. Eh bien voilà. Pour arriver à ce parcours, tu as débuté par quelle formation ? Alors, j'ai fait un bac STI 2D. Donc, je faisais partie des rares à faire STI 2D pour après aller en école d'ingénieur. Donc, j'ai été à l'ECE Paris. C'est possible aussi, c'est possible, il faut y croire et c'est de plus en plus possible. Et surtout depuis que je crois que le monde académique se rend compte que dans des bacs technologiques, on apprend aussi des matières qui sont plus précises et plus pertinentes par rapport aux majeurs qu'on va choisir en 4e et en 5e année. Moins général. Moins général, c'est vrai. Donc peut-être qu'en maths, on va un peu moins profond dans les sujets. Mais derrière, on a d'autres champs qui nous sont ouverts. Et donc, on va pouvoir, une fois qu'on rentre en première année d'école d'ingénieur, et moi, ça a été le cas, s'entraider avec, là, c'était les bacs S à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et donc, on échangeait et on s'entraidait. Ils nous aidaient sur les maths, on les aidait sur des sujets un peu plus pratiques. Et donc ça m'a porté comme ça sur toutes mes études. Donc après j'ai fait l'école d'ingénieur ECE Paris, les 5 années, avec une majeure en énergie et environnement. D'accord. Et tu n'as pas utilisé cette majeure ou est-ce que tu t'en sers aujourd'hui ? Alors, je m'en sers, oui. Alors, parce que mon bac STI de D, donc c'était dans le développement durable avec énergie et environnement. Et donc j'ai voulu le CE Paris parce qu'il y avait cette majeure-là et qu'à l'époque, il y avait très peu d'écoles qui proposaient cette majeure-là, donc cette spécialisation. Et donc j'ai voulu aller dans cette école-là parce que ça m'a toujours porté l'engagement environnemental. Au gré d'associations, etc., j'ai pu m'engager dans cette cause aussi. Agir.
Et agir. Et derrière, aujourd'hui, j'utilise encore ça dans mon rôle d'adjoint au maire, parce que l'aménagement du territoire, ça doit être durable, parce que la transition écologique, c'est du développement durable. Et donc tout ça, ça m'aide encore aujourd'hui. Et surtout, j'ai poursuivi mes études après l'école d'ingénieur dans 2 autres masters qui étaient aussi dans le monde du développement durable. Donc c'est vraiment quelque chose qui me porte. Mes études se sont vraiment consacrées à Tout est ça. complémentaire. Oui, oui. On va revenir à ton engagement. J'ai une petite question pour toi. Est-ce que l'injustice, est-ce que ça t'énerve? Est-ce que ça te révolte ou est-ce que ça t'inspire? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu les 3 sujets. Oui, ça fait les 3. Ça fait les 3. Et même, je pense que c'est un processus. L'injustice énerve au début parce que c'est fondamentalement l'injustice, c'est toujours quelque chose qui fait réagir. Qui fait réagir et qui ensuite du coup révolte, amène à ce sentiment de finalement je dois faire quelque chose et c'est ce qui nous pousse à agir. Et donc c'est vraiment un parcours dans ce sentiment d'injustice qui fait que ça devient un carburant pour vraiment faire des choses derrière, faire des projets. Et au gré de mes projets, je me suis rendu compte, projets personnels mais qui ont été la plupart collectifs, je me suis rendu compte que ça a souvent été soit un élément déclencheur, soit vraiment ce qui nous a porté tout au long du projet et tout au long de l'histoire. C'est ce qui a été le cas pour Wise d'ailleurs. C'est l'histoire de ta grand-mère qui t'a fait réagir. Alors, ma grand-mère ayant eu une maladie qu'on appelait Creutzfeldt-Jakob, donc c'est un nom un peu barbare, mais c'est plus souvent connu sous le nom de la maladie de la vache folle, mais d'une manière héréditaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu son état se dégrader pendant 1 an et demi, et donc on partage plus la vie de la même manière avec un être aimé une fois qu'il a cette pathologie, parce qu'il peut plus marcher, ensuite il peut plus manger tout seul, après il peut plus parler, et il y a que les yeux qui bougent, et même si on connaît la personne et qu'on la regarde dans les yeux, on sent qu'elle a plein de choses à nous dire et qu'on n'est pas capable. Oui, tout à fait. Et donc ça m'a apporté vraiment... c'est ce qui a aussi conditionné mon choix d'aller dans une école d'ingénieur. Et je me suis dit, en fait, faire une école d'ingénieur, ça rejoint à la fois ma passion pour l'environnement et ce combat-là qui était au fond de moi et qui bouillonnait un peu, mais je pensais que j'allais le faire plus tard. Et j'ai eu la chance de rencontrer 2 amis formidables à l'école qui sont aujourd'hui mes co-associés dans le projet Wise. C'est pour ça que tu as cofondé Wise. J'ai cofondé Wise, tout à fait. Tout seul, ça n'aurait jamais été possible. Alors à la base, c'était un projet étudiant qu'on a fait pendant l'école d'ingénieur et qui s'est ensuite transformé en start-up. Et sans ces 2 personnes-là, qui sont elles aussi très engagées, on n'aurait pas pu faire ce projet. Et donc il y a aussi ça dans le sentiment de révolte. Et quand on agit ensuite, il faut savoir s'entourer et s'épauler de personnes qui portent le même combat. Embarquer. Tout à fait. Ouais. Alors je ne sais pas si je les ai embarqués, peut-être qu'ils m'ont aussi embarqué. En fait, on s'embarque mutuellement. Il n'y a pas forcément dans ces moments-là de capitaine à bord. Il y a plutôt des matelots qui décident d'aller le plus loin possible ensemble. De vivre l'aventure ensemble, de s'embarquer sur le même bateau ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui te passionne le plus? Est-ce que c'est la tech ou est-ce que c'est l'engagement? Parce qu'il y a quand même les 2 sujets, il y a le faire et puis il y a la raison. Qu'est-ce qui prime pour toi dans ta démarche? Pour moi, la technologie est un sujet de réflexion et un outil pour permettre certaines formes d'engagement et certains projets. Donc je ne vois pas la technologie, je ne sais pas si c'est véritablement une passion. Je pense qu'il faut y avoir une affinité quand on fait des projets comme cela. Il faut être capable de la comprendre, il faut être capable de la sentir, de l'anticiper, même d'anticiper ses évolutions. Et donc en cela, c'est plus un outil de réflexion, un concept de réflexion. Et après, avec ça, on va l'utiliser pour faire tout un tas de projets. Donc non, je suis plus passionné par l'engagement parce que c'est la concrétisation de l'usage des technologies, si on est dans des projets technologiques. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant en somme, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc du fait, tu ne te définis pas comme un geek? Non, je ne pense pas. Alors j'adore les geeks, en vrai, parce qu'ils font... justement, il faut des passionnés de tout. On a besoin d'eux aussi. Il faut des passionnés de tout, et donc il faut aussi des passionnés de technologie. Et j'ai eu plein d'amis geeks qui m'ont émerveillé tout au long de mes études parce que finalement, ils rajoutaient de la poésie dans la technologie. C'est-à-dire qu'ils en parlaient d'une manière qui, pour moi, c'était parfois un peu hermétique dans la compréhension. Et ils parvenaient à me la faire comprendre d'une autre manière, à me faire saisir un peu toute la beauté de la technologie, parce qu'il y a aussi du beau dans la technologie. Et tout ça, oui, amène à se rendre compte que c'est pas qu'un sujet comme ça un peu
pour juste une catégorie de personnes, les geeks sont des personnes qui nous aident à voir un peu mieux comprendre la technologie. Et d'ailleurs, tu avais un exemple qui me démontrait un petit peu que tu étais même un anti-geek. Tu disais que des fois la solution n'était pas dans la technologie. Quand on a préparé cet échange, tu me parlais d'un atelier pendant la pandémie. Pendant la pandémie. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que c'est assez... Oui, tout simple. Hein. On avait fait, donc, dans ma commune, il y avait beaucoup de personnes âgées et on faisait face à une pénurie de masques au début de l'épidémie de Covid-19. Et en fait, on a décidé, avec d'autres camarades, j'étais pas tout seul, de ma ville, de faire finalement des ateliers de couture. Et on a ressorti les vieilles machines à coudre, donc il fallait réapprendre ces vieilles machines-là, etc. Donc c'était assez marrant. Et on a fabriqué plein de masques. On a fabriqué en tout 7000 masques pour une population de 16 000 habitants. Donc on a vraiment... bien travaillé. Ouais, voilà. On a vraiment fait beaucoup de choses et surtout on a fait des masques qui étaient homologués AFNOR à ce moment-là, donc ça devait respecter certaines normes, ils devaient être faits d'une certaine forme, etc. Et on se rend compte que en fait, les normes AFNOR, elles étaient un peu compliquées à comprendre. Si on voulait le faire chez soi, c'était un peu compliqué. Enfin, c'était au début, tout le monde était un peu perdu, on comprenait pas très bien le Covid, comment ça fonctionnait, comment on l'attrapait, etc. Donc c'était un peu le flou, un peu un marasme. Et il fallait à ce moment-là qu'il y ait une entraide collective et que ceux qui arrivent à comprendre l'AFNOR puissent transmettre à ceux qui arrivent à faire les masques, qui puissent les faire et ainsi de suite. Et ça fait une chaîne humaine de solidarité au final. C'était plus finalement l'organisation que la technologie. En fait, c'était ta capacité d'organisation qui a primé sur ton savoir-faire technologique. Là, on voit effectivement que tout ce qui va être technologique, méthodique, etc. ne sont que des outils pour permettre des actions qui derrière servent l'humain. Et on parle de tissus et de machines à coudre, des choses qui existent déjà depuis longtemps. Et même l'AFNOR existe depuis longtemps. Donc en fait, parfois, c'est pas forcément la nouveauté. On pense toujours à la technologie hermétique quand elle est nouvelle, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des technologies anciennes qui le sont aussi, des technologies qu'on utilise au quotidien, qu'on sait utiliser, mais on comprend même pas comment ça marche. Un four à micro-ondes, par exemple, il y en a plein qui savent pas finalement concrètement. Moi non plus d'ailleurs. Alors que c'est. Mais et donc voilà, il y a aussi tout ça qu'il fallait saisir. Et donc l'école d'ingénieurs aide aussi à raisonner et à comprendre avec ces outils-là, à comprendre les principes de méthodologie et de processus, et tout ça fait que ça fluidifie derrière des œuvres caritatives et humaines comme celle-ci. Des actions concrètes. Selon toi, c'est quoi l'atout principal de la tech? Tu l'utilises comme un outil, mais qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport à des projets, justement? La technologie, si on la regarde d'un point de vue un peu long terme, elle va être primordiale dans l'évolution de l'humanité. On le voit déjà. Et ce qu'elle est intéressant d'une manière un peu plus court-termiste et pragmatique sur des projets, c'est qu'elle permet à des projets qui sont localisés à des endroits, je vais parler juste d'Internet par exemple, de pouvoir décentraliser ce projet-là et de faire en sorte qu'il soit reproduit ailleurs, soit qu'il puisse avoir un impact sur un pays entier, un continent entier et le monde entier. De sorte qu'avec un site Internet aujourd'hui maintenant, on peut finalement... L'accessibilité, quoi, ça rend la chose accessible. C'est un oui, Internet, je pense que c'est un bon exemple. L'avantage principal, c'est celui-ci. Et après, selon les technologies, il y a d'autres sujets. Mais je pense que la technologie aide à avoir des choses qui soient plus diffuses, plus accessibles, qui soient plus efficientes, plus efficaces. Mais toujours avec, il faut avoir une réflexion en amont d'anticipation des dérives que ça peut avoir, etc. Il y a toute une réflexion à avoir autour. Mais justement, en parlant de dérives, tu interviens auprès des étudiants ingénieurs de l'ECE. Et justement, autour de sujets de l'éthique, quel est pour toi le warning principal que tu partages avec les étudiants de l'ECE, justement? C'est quoi le risque de la tech? Le risque de la technologie, c'est justement, c'est un outil. Donc, c'est comme un marteau. Si on l'utilise mal, on se fait mal. La technologie, c'est pareil. Et il faut le voir comme ça. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des dérives de technologie qu'on ne maîtrise pas forcément. Ou alors, on peut développer une technologie et se dire qu'elle est vraiment bénéfique pour tout le monde. Et en fait, de celle-ci, d'autres auront des idées et vont pouvoir l'amener à faire d'autres choses, et ça va amener à d'autres sujets, d'autres situations dans lesquelles elle ne sera pas bonne et saine. Donc il y a toujours c'est ce que j'essaie de faire comprendre aux étudiants, c'est qu'ils vont être ingénieurs, donc ils vont être forcément à un moment donné confrontés à la technologie, et ça va devenir un outil aussi pour eux, de transformation de la société, parce que c'est aussi un peu le rôle de l'ingénieur à la base.
Et j'essaie de leur faire comprendre qu'ils doivent toujours avoir un sentiment de maîtrise et d'anticipation au maximum possible sur ce qu'ils font. De responsabilité du fait. Oui, c'est ça. Il y a aussi de la responsabilité parce qu'on est de plus en plus, je crois, dans un monde qui rejette la responsabilité sur les autres ou sur d'autres des organismes, etc. On m'a dit de faire, donc j'ai fait. Enfin, il ne faut pas être dans cette logique-là. Et je pense qu'il faut revenir à un principe de responsabilisation personnelle et essayer de se rendre compte, même quand on est dans une entreprise, même quand on est dans un projet. Et peut-être que si on est vent debout contre justement un projet technologique au sein d'une entreprise, par exemple, je ne pense pas que ça soit malsain d'aller voir les autres et de commencer à faire part de ses doutes. Et peut-être que ça permettra, dans certaines situations, d'assainir cet usage ou l'ambition de la technologie qui est développée. Donc en gros, c'est s'écouter, sentir aussi quand on pense que d'un coup... Alors, je pense qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. Il y a le fait de sentir des dérives potentielles de la technologie et puis aussi quand on ne se sent pas raccord avec un usage de la technologie, de ne pas hésiter à échanger en fait. En fait, des dérives, il y en aura toujours. C'est parce qu'il y a des imperfections, parce qu'il y a des esprits qui ne pensent pas forcément au collectif, parce que il y aura toujours des dérives. L'idée, c'est d'en endiguer le maximum. C'est vraiment construire une digue sur ce port, malgré qu'on sache qu'il y aura à un moment donné des tempêtes. C'est vraiment essayer de minimiser au maximum les effets et de prendre conscience des dérives potentielles, de ne pas faire comme si elles n'allaient pas exister, et de vraiment, du coup, anticiper comment, si ces dérives parviennent à exister, comment finalement réagir autour de ça. Et c'est toujours avoir un coup d'avance, en réalité. OK. Quelle est l'entreprise Tech for Good qui t'inspire ? Il y en a plein. Il faut en choisir une. Je vais te dire Solinum de Victoria Victoria qu'on va rencontrer tout à l'heure. Voilà, qui fait un projet formidable et qui est tellement utile. Et là, c'est vraiment justement un usage du numérique qui a une utilité humaine et sociétale absolument pertinente. Et c'est un exemple de projet Tech for Good, et il y en a pléthore en réalité. Et ce n'est pas toujours ceux qui marchent le mieux. On en entend de plus en plus parler parce qu'on met beaucoup plus la lumière et l'accent désormais sur le côté positif, l'impact positif, sur le respect de l'environnement, etc. Alors parfois ça tombe un peu malheureusement dans le bullshit, mais il faut revenir, c'est souvent essentiel et c'est souvent quand même au cœur des projets qui les portent. Et ces projets-là, ils gagnent à devenir connus et à devenir reproductibles. Mais malheureusement, voilà, c'est pas encore une situation où ce sont les projets les plus en vue, ceux qui marchent le mieux, ceux qui ont le plus de moyens, parce que c'est souvent... Ce sera peut-être la vague d'après, c'est ça, seconde... et je pense qu'on est une vague pionnière. Alors je m'inclus dedans, mais on n'est pas figure de proue, mais tout cet ensemble-là de projets Tech for Good est vraiment, je crois, une génération pionnière dans ces projets Tech for Good, qui va permettre à justement d'arriver à une nouvelle génération. Qui, j'espère, elle arrivera à disséminer ses valeurs largement. Top, c'est tout ce qu'on espère. Alors, je te propose maintenant qu'on parle un petit peu plus de ton métier, de ton quotidien. Tu es prêt à tout nous raconter sans filtre ? Sans problème. Alors, le temps passe vite, donc il va falloir aussi compter sur des réponses un tout petit peu plus courtes. Ça marche. Je vais essayer. Qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien ? Rencontrer des nouvelles personnes et échanger avec elles pour imaginer de nouveaux futurs. Ça me plaît beaucoup. Faire du ping-pong intellectuel avec d'autres personnes. On peut voir ça comme un match de ping-pong où on est dans la même équipe du coup. Et oui, il y a de ça. Et sinon, c'est parler échanger avec les personnes dont on est les plus proches parce que celles-ci nous amène toujours à aller encore plus loin dans les réflexions de nos passions parce qu'elles les partagent souvent et donc ça nous permet de creuser encore un peu plus. Et donc il faut à la fois s'ouvrir à l'extérieur aux autres et en même temps se recentrer sur... je pense que c'est important. Le plus important. Quelle qualité humaine te semble importante dans ton univers ? La bienveillance, sans hésitation. Parce que sans elle, on n'avancerait pas aussi humainement. Bienveillance, humain. Quelles compétences, donc là on est plutôt sur le côté hard skills, en tout cas compétences qui te semblent essentielles pour mener à bien des projets ? À la fois, alors en hard skills, si on parle vraiment des sujets Tech for Good, de mettre au cœur de son invention les futurs bénéficiaires.
C'est ce qu'on a fait avec Wise. Si on n'avait pas été voir les patients et dans notre coin, on aurait fait un super objet, un bijou technologique, mais qui finalement ne répond pas du tout à l'usage, c'est un bijou technologique qui serait parti à la poubelle et c'est dommage. Donc j'encourage les projets tech à aller dans ce sens. Ça passe vraiment par l'empathie en plus. Tu vas faire parler. Tout à fait. On va faire parler et surtout, alors pour nous dans notre cas, dans le domaine du handicap, c'est encore plus précieux parce que c'est des personnes qui ne font plus partie de la société parce qu'elles arrêtent de travailler, elles ne peuvent plus. Elles sont chez elles dans un lit. Elles sont avec leur famille qui devient plutôt des aidants que des proches. Donc en fait, il y a une relation qui change et elles ne peuvent plus rien faire. Elles ne sont plus comprises, elles ne peuvent plus écrire, enfin bon, bref, tout un tas de choses. Et là, on les remet dans l'action. Au centre. C'est ça. Et ils redeviennent finalement acteurs. Et je crois que c'est de rendre les bénéficiaires acteurs de la technologie dont elles vont bénéficier. Je trouve que c'est assez beau. Et c'est un vrai savoir-faire en plus. Je pense que ça demande de la méthodologie, comment est-ce qu'on va réussir à les faire parler. Enfin, il y a à la fois un côté méthodologique, une dimension humaine, enfin, il y a un mélange d'expertise. C'est indéniable. D'expertise et de dimension humaine. Alors de l'expertise, oui, parce que c'est des choses, des méthodes qu'on apprend aussi tout au long de nos études, mais derrière, il y a aussi un ressenti humain. Cet été, on a fait un tour de France en camping-car pour aller voir les patients pendant 2 semaines. Et donc on arrivait chez le patient, on toquait, on ne les connaissait pas et finalement très vite on se rend compte qu'on casse un peu la barrière d'une entreprise vient vous voir, c'est plutôt on échange entre humains en fait, sur un sujet qu'on connaît, la maladie, qui est une injustice en soi, on revient à l'injustice, et qui du coup amène à rapprocher les gens et donc nous on est très proches de nos futurs bénéficiaires et c'est ce qui aussi nous motive au quotidien. Super. On va terminer avec la question du public. Alors une question qui a été... pour toi, choisis, si vous pouviez changer une seule chose dans votre vie professionnelle, qu'est-ce que ça serait? C'est une bonne question, ça. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que tu as toujours fait tes choix, que tu n'aurais rien à changer ici. En fait, je crois qu'il ne faut rien changer. Même quand on a des regrets, je crois qu'il ne faut pas changer. Parce que il faut, la vie s'écrit en continu. Et donc, il ne faut jamais revenir sur ce qu'on a Pas revenir en arrière. Non. Le regret, il faut comprendre pourquoi on le regrette. Et donc, ça vient souvent d'une erreur, ce qu'on pense être une erreur. Et donc, de cette erreur, il va falloir capitaliser dessus et donc apprendre à mieux gérer ce genre de situation et peut-être à apprendre des choses intéressantes dans cette erreur et donc à s'enrichir soi-même et enrichir les autres de son erreur. Et donc, je crois qu'il y a, hormis des erreurs gravissimes, je crois qu'il ne faut rien regretter du parcours professionnel et plutôt rebondir sur ça. C'est plutôt les erreurs, elles ont cela d'intéressant qu'elles permettent de se re-questionner finalement sur ce qu'on vient de faire sur l'étape d'avant. C'est ce qui t'a permis d'être là aussi. Oui, bien sûr. Des erreurs, j'en ai fait plein. Ça fait partie du chemin en fait. Tout le monde fera des erreurs. Moi j'en ai fait plein et je continuerai d'en faire et fort heureusement. C'est tout ce qu'on te souhaite. Oui, voilà, c'est presque ça, je me le souhaite. Merci beaucoup Maxime. C'était un témoignage inspirant, sympathique. Enfin voilà, vraiment un vrai petit bonheur de voir autant d'énergie, de conviction et puis d'expertise, hein, parce qu'on sent aussi qu'il y a une vraie maîtrise et même si tu dis il y a toujours ce côté work in progress, mais il y a un vrai travail. D'ailleurs, juste, où est-ce qu'on peut te suivre pour suivre tes projets? C'est où? Alors, tu ne mets pas LinkedIn, hein, de ce que j'ai cru comprendre. Mais si, bien sûr. Sur LinkedIn, si vous voulez qu'on échange sur pas de souci, avec grand plaisir. Et après, sinon, vous pouvez suivre le projet Wise sur les réseaux sociaux WYES, donc sur Facebook, Instagram et LinkedIn d'ailleurs. Parfait. Donc voilà, avec grand plaisir pour échanger. Et bien maintenant, Maxime, je te propose qu'on questionne cette fameuse entrepreneur dont tu parlais tout à l'heure et qui t'inspire, Victoria Mandefield. Elle est également ancienne élève de l'ECE, l'école d'ingénieurs du groupe Omnes Éducation. À bientôt, Maxime. Merci pour l'accueil. Merci.